à tous, bienvenue dans l'interview. Une séance marathon au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour voter les derniers textes. Il a fallu plus de 15 heures d'assemblée pour les parlementaires. Françoise Berthiaud, vous y étiez. Alors ça y est, maintenant c'est fini pour vous. Ce sont des grandes vacances qui commencent. Pas tout à fait vacances, parce que j'ai des projets qui sont des projets très actifs. Mais c'est une page qui s'est tournée cette nuit et c'est autre chose qui commence. Ouais. Vous étiez en politique depuis 1983, députée depuis 20 ans, ça c'est quand même députée bruxelloise et au Parlement de la Fédération depuis bien longtemps. C'est une fameuse page qui se tourne. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Bien, je suis contente d'abord de regarder devant, parce que quand une page se tourne, je crois que c'est parce qu'on fait un choix, et ce choix c'est de regarder devant. J'ai évidemment un petit pincement de tout ce que je quitte. Toujours, quand on a aimé beaucoup un métier, beaucoup quelque chose, c'est un peu dur de quitter. Mais je suis partie pour regarder devant cette nouvelle vie que je vais construire, ces nouvelles aventures dans lesquelles je vais m'engager. Et certaines auront d'ailleurs encore un petit lien avec ma vie passée. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez reçu, il y a à peu près un mois et demi, où on parlait des élections, vous étiez lancé à 100%, et puis ce moment où vous annoncez votre retrait au mois de février ? J'ai fait le point. En fait, mon mari travaille à New York depuis un an. Depuis un an, moi, j'ai essayé de vivre les deux vies. Quand j'avais un petit trou à Bruxelles, filer à New York, revenir à Bruxelles. Et puis j'ai fait le point. Je me suis dit, c'est un peu frustrant. C'est frustrant des deux côtés. Je fais jamais rien à fond. Or, je suis quelqu'un qui aime de faire les choses à fond. Ça coûte cher. C'est fatigant, parce qu'avec les décalages horaires, sortir de l'avion, foncer en réunion, je me suis dit, il faut choisir. Il faut savoir ce que je veux faire vraiment. Je crois que j'ai cette chance énorme d'avoir un mari qui a été nommé là-bas, de pouvoir profiter de cette vie et de cette ville, de lancer des nouvelles choses par là-bas aussi. Et puis, voilà, je me suis dit, puisque je choisis, ou bien je vis seule, sans mon mari, à Bruxelles, avec la politique, ou bien je vis avec mon mari à New York, quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est cap sur Manhattan. La confection des listes, elle a pris du temps. Ça n'a pas été évident. Quand on regarde un petit peu le pourcentage, on voit qu'il y a un renouvellement assez important. Mais au MR, on est à 50%. Dans d'autres partis, on est bien plus haut. Il y a beaucoup plus de jeunes. Est-ce qu'il y a eu assez de place pour les jeunes au MR ? Ça s'est bien passé, cette confection de liste ? Je pense que pour les jeunes, cette fois-ci, il y avait vraiment une opportunité qu'elle a été saisie. Si vous regardez, elle a été saisie. Je crois. Si vous regardez notre liste à Bruxelles, que vous regardez ceux qui sont dans les places dites les plus utiles, donc ceux qui ont le plus de chances de se faire élire, ce sont majoritairement des jeunes, et je crois que cette occasion a été saisie. Et donc, dans d'autres formations politiques, ça va se faire aussi. Et on en parlait hier au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça inclut les listes wallonnes aussi. Il est vraisemblable qu'à la prochaine législature, les parlements régionaux et communautaires vont être solidement rajeunis. Ouais. Petite campagne électorale quand même encore à mener avant de partir sur Manhattan. On vous a retrouvé 6e suppléante à l'Europe. Petite surprise de dernière minute, sans tambour ni trompette. Je suis dernière suppléante à l'Europe. Vous savez que ça me laisse très peu de chance. Il y a 3 élus MR. Voilà, et donc être un jour députée européenne, il y a très peu de chance, mais c'est vraiment ce qu'on apporte comme soutien, comme appui, comme renfort à la liste que je peux faire. Je crois que je dois au moins ça à mon parti qui m'a fait confiance aussi longtemps, qui m'a permis d'exercer des fonctions que j'ai trouvées passionnantes comme chef de groupe. Le minimum, c'est de dire, eh bien, une dernière fois, je viens en appui, je viens en soutien, je suis là pour aider et c'est une manière de dire merci. Ouais, sur cette carrière, quel a été le meilleur moment ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Ah, il y en a quelques-uns. J'ai beaucoup de bons moments. Le meilleur... Je ne vais pas dire le moment. La meilleure chose, ce sont les relations que j'ai pu tisser avec des personnes. D'abord parce qu'en politique, on rencontre tous les gens de la population. On ne reste pas enfermé dans un petit milieu ou un petit cercle. On doit être en contact avec tout le monde. Contact aussi avec tous mes collègues, dans tous les partis. Des amitiés, des inimitiés. C'est vraiment ce tissu de relations humaines qui restera, je crois, le meilleur souvenir. Et le pire ? Le pire... je suis une optimiste, hein. Moi j'oublie ce qui ne va pas. Je ne sais pas vous dire. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes, justement, on en parlait, qui se lancent en politique ? Eh bien, je leur dirais, à certains, on va se calmer. On ne peut pas tout avoir tout de suite. On voit qui arrive et voudrait déjà être... Bon, ça c'est la première chose. Et surtout, on va travailler. Parce que je crois que si on veut avoir une belle vie politique riche, il faut vraiment bien connaître ces dossiers.
on a du plaisir de la gestion d'un dossier que lorsqu'on le maîtrise vraiment, parce qu'on peut vraiment débattre à fond des choses. Donc je leur dirais, soyez patients et bossez. Ouais. Et c'est à ces jeunes qu'on confie la région qui a 30 ans ici, hein, puisqu'on voit qu'il y a ce gros renouvellement des futurs élus. La région, l'état de maturité, c'est quoi le gros chantier qui reste? Oh, il y a pour moi deux gros chantiers, vraiment trois gros chantiers importants. Il y a d'abord la mobilité. C'est devenu, Bruxelles, c'est devenu l'enfer au niveau de la mobilité. Et il y a des choix de société qui vont devoir être faits, mais qui doivent être compatibles avec ce que les habitants pourront avoir comme qualité de vie. Ça, c'est une chose. Il y a un deuxième chantier, c'est vrai que c'est un dossier qui me tient à cœur, ce sont les places d'école, parce que chaque enfant a droit à être scolarisé et à proximité de chez lui dans une bonne école. Et il y a un troisième enjeu qui reste quand même toujours pour Bruxelles, c'est l'emploi des jeunes. Ouais. Les places d'école, on n'a pas assez avancé pendant cette législature. Mais non, non, là c'est catastrophique parce qu'on avait bien avancé la législature précédente. Et puis il y a eu un peu moteur à l'arrêt pendant quelques temps. On nous a inventé une méthodologie pour calculer comment il fallait faire des places. Et moi, j'avais intuitivement le sentiment qu'on tournait en rond. Et effectivement, la Cour des comptes vient de le confirmer. On n'a pas avancé pendant cette législature. Ouais. Donc, il y aura un retard à combler dès l'entame de la nouvelle législature pour pouvoir offrir une place d'école à chaque enfant. Alors, on va revenir sur votre dernière journée de travail hier. C'est bien après-midi que vous avez, que les députés ont voté sur l'allongement de la formation commune pour les élèves jusqu'à la 3e secondaire. Le MR a voté contre, le reste de l'opposition s'est abstenu. C'est un feu rouge total pour vous? Tout est acheté dans ce tronc commun? Rien n'est jamais totalement acheté. On est dans des matières humaines, donc c'est toujours des matières humaines. Mais ici, ce tronc commun, tel qu'il est conçu, il est acheté. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos enfants fassent plus de choses. C'est bien, et c'est pour ça que tout n'est pas acheté. Qu'ils fassent des matières de base, français, calcul, qu'ils fassent aussi des matières polytechniques, un peu d'artistique, un peu de technique, c'est bien, parce que ça leur ouvre l'esprit. Seulement, on veut faire ça dans les mêmes grilles horaires. Donc, on veut faire ça au détriment d'heures de maths, d'heures de français. Or, on sait que déjà, dans toutes les études internationales, nos enfants ont des lacunes dans ces matières. Donc moi, je dis, si vous voulez rester dans le même carcan horaire et que vous voulez rester plus longtemps dans un tronc commun où on fera moins de calcul, où on fera moins de maths, moins de français, que va-t-il advenir des connaissances de base de nos enfants? Et c'est ça qui nous inquiète profondément, et c'est pour ça qu'on s'est opposé fort, puisqu'on a voté contre. Ouais. Et le fait de passer de la 2e à la 3e secondaire, pour vous, ça change quelque chose? Que ce tronc commun soit plus long? Mais alors, ce qui est fou, c'est que ce tronc commun a été conçu comme une obsession par le gouvernement. Tronc commun, tronc commun. Mais ils n'ont pas dit ce qu'on ferait après. Donc, on n'a plus aucune vision de ce parcours complet d'un élève. Il va rentrer en tronc commun, le nom est vilain aussi, hein. Il va rentrer en tronc commun dès les maternelles. Il va arriver à la fin, et puis après quoi? Donc jusque-là, il y a une formation de base jusqu'à la fin de la 3e. Et il n'y a rien qui est prévu après. Après, il choisit s'il continue dans l'enseignement qualifiant ou général, mais on ne sait pas comment organiser. On ne sait pas s'il va récupérer des heures de maths. On ne sait pas s'il va récupérer des heures de français. On a un peu le temps, parce que quand on regarde la mise en œuvre du tronc commun, c'est pour 2028, je pense, que les derniers seront... Mais vous ne pensez pas que même un enfant petit, ses parents, mais même un enfant petit, on doit se projeter. Quand il sait pas, quand le tronc commun s'est fermé, après c'est fini, je ne sais pas me projeter, qu'est-ce que je peux envisager, qu'est-ce que je peux faire après, qu'est-ce qu'il y aura, et comme parent, qu'est-ce qu'il y aura comme option pour mes enfants? On ne sait pas. Ça, on vous dira plus tard. Si, voilà. Et ça, je trouve que c'est très très léger aussi comme manière de concevoir une politique. Ou bien on fait le tronc commun parce qu'on a inscrit un jeune dans un parcours, alors on peut en discuter. Ou bien on fait le tronc commun pour le tronc commun et après moi les mouches, et ça je ne suis pas d'accord. Ouais. Cette mise en œuvre, on l'a dit, elle va prendre pas mal de temps. Si le MR est au pouvoir lors de la prochaine législature, est-ce qu'il va détricoter, modifier ce décret? On fera des corrections, c'est très clair. D'abord, dans quel sens? Pour nous, il est inconcevable que nos jeunes fassent moins de français et moins de maths. Donc, sur ces grilles horaires, on leur avait dit de ne pas mettre les grilles horaires dans le décret pour qu'il y ait encore une flexibilité. Ils se sont entêtés avec les grilles horaires. Il y aura des corrections là-dessus. Ça, c'est une certitude. Ouais. J'en perds le fil de ce que je disais. On en vient peut-être au décret inscription. Vous avez fait, le MR a fait une conférence de presse disant que si lui est au pouvoir, ce sera fini, le décret inscription. Alors, quel sera le risque principal si on enlève ce décret? Je vous propose 3 possibilités de réponse.
A, le renforcement des écoles ghetto, B, de possibles discriminations, C, une procédure opaque. Aucun des trois. Aucun des trois. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le renforcement des écoles ghetto, c'est le résultat du décret actuel, avec les critères géographiques qui enferment les enfants dans un carcan qui est un véritable ghetto. Donc nous, on veut enlever le décret inscription tel qu'il existe, mais le remplacer par autre chose, parce qu'on ne peut plus, après tout ce qui s'est passé, ne pas encadrer les inscriptions dans le secondaire, mais on veut que ça se fasse avec plus de transparence, justement, parce que pour le moment, il y a un peu une black box que les parents ne peuvent pas connaître. Et donc on veut que ça se fasse avec plus de transparence, plus de respect du libre choix des parents, enlever ces critères géographiques qui biaisent en fait les véritables choix. Et on le voit ici à Bruxelles, dans ce coin de Bruxelles, dans le nord-ouest de Bruxelles, c'est un désastre. Et on veut plus aussi de respect du choix du projet pédagogique. Actuellement, les parents sont obligés de faire des calculs pour voir mon indice, ma chance, bon, cette école-là, j'oublie. Or, ce qui compte, la première chose quand on inscrit un enfant dans une école, c'est de savoir si on adhère avec le projet pédagogique de l'école. Ouais. Mais qu'est-ce qui empêchera les directeurs de faire les directions d'école de faire le shopping des écoles réputées, de faire le shopping par rapport à leurs élèves, et qu'est-ce qui donnera la chance à chaque élève de pouvoir aller dans l'école de son choix? Mais il y aura un cadre, il y aura à nouveau un cadre, et ce cadre, ce sera ce qui n'existait pas avant 2007 et le premier décret inscription, une date unique pour le début des inscriptions, donc on ne pourra pas aller réserver l'école 12 ans avant ou des choses comme ça se passait avant. Il y aura toujours ce formulaire d'inscription qui permettra d'avoir effectivement une traçabilité des démarches qui auront été entreprises par les parents. Et il y aura toujours aussi à la fin un processus pour départager des enfants qui seraient en liste d'attente ou qui n'auraient pas trouvé de place dans une école de leur choix. Alors, justement, par rapport aux élèves, un gros défi, c'est l'accompagnement, le fait de remédier à leurs lacunes. Dans le tronc commun, il y a de l'accompagnement personnalisé, 2 heures par semaine. Et puis vous, dans votre projet de future vie, vous avez une idée. Vous pouvez nous la dire? Bah oui, évidemment. J'ai découvert lors d'une mission parlementaire au Québec, pas un projet, quelque chose qui existe, qui s'appelle Allo Prof. Et c'est un système par téléphone, par Internet, par mail, de remédiation, d'accompagnement des devoirs, totalement gratuit. Et tous les élèves du Québec peuvent y recourir à un moment où ils ont une difficulté, où ils ont besoin d'un accompagnement. J'ai vu ce système fonctionner dans le quartier général où ça s'organise. Ce sont des professionnels chevronnés qui, en dehors des heures de cours, font cet accompagnement puisqu'il se passe en dehors des heures scolaires. Et c'est un système qui coûte très peu cher et qui évite justement la multiplication de ce marché de cours particuliers et autre chose, et qui a en plus de très bons résultats sur le plan scolaire. Alors je me suis dit, et si moi j'importais ça chez nous en communauté française, vous voyez, je ne quitte pas tout à fait mes domaines d'activité. Je vais mettre à profit ma vie de l'autre côté de l'Atlantique pour prendre des contacts avec eux au Québec, pour voir s'ils veulent bien qu'on puisse utiliser leur nom, s'ils veulent bien nous accompagner. Et si tel est le cas, eh bien, j'ai envie de lancer ça ici. Voilà, vous allez prendre votre bâton de pèlerin. Bien, merci d'être venu pour cette interview, un petit peu de bilan sur votre carrière à Bruxelles. Merci de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Marie Nagy et Véronique Lefranc. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une bonne fête de l'Iris.